Alors place au talent Rhône-Alpes donc pour la création d'activités, création d'entreprises. Nous avons deux personnes, mais Thomas est en train de se garer, il arrive, il n'y a pas de souci. On va démarrer avec Sonia. Donc Soé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes de Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand, voilà. C'est ça. L'Auvergne, on n'est plus voisins aujourd'hui, on habite ensemble. Donc bienvenue en Rhône-Alpes. Merci. Et donc, on va parler de votre entreprise, For Second Star. C'est parti de loin parce qu'à la base, ce n'était pas forcément votre objectif. En fait, c'est plus une passion qui vous a amené à créer votre entreprise. Voilà. Alors, point de départ, on va peut-être partir de vos études parce que vous êtes jeune, encore aujourd'hui, bien quand vous l'avez créé, mais encore aujourd'hui, vous êtes toute jeune. Un petit point déjà sur donc, voilà, vos études. Point de départ, les études, vous étiez dans quelle formation avant de vous lancer? Alors, donc j'ai eu mon bac littéraire il y a 5 ans. Et ensuite, j'ai voulu continuer dans les arts graphiques ou dans l'illustration ou le multimédia parce que ça me passionnait tout simplement. Sauf que j'ai pas réussi à intégrer d'école dans ce milieu-là parce que c'est très difficile maintenant d'y entrer ou que les écoles privées sont pas forcément accessibles par tout le monde. Et coûtent cher aussi, il faut le dire. Elles sont loin et parfois elles coûtent cher. Donc pendant 1 an, j'ai été en fac et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas mon truc. Donc l'idée de créer un petit peu son projet commençait à germer un peu dans ma tête, tout simplement parce que je voulais absolument travailler dans l'illustration ou dans quelque chose qui me passionnait et je me voyais vraiment pas faire autre chose en fait. Donc en 2011, j'ai fait une petite formation de certification pour faire certifier mes connaissances que j'avais appris toute seule en fait grâce à Internet. Oui, en tant qu'autodidacte, hein, voilà. C'était les premières créations étaient chez vous en fait à domicile voilà. sans forcément être avec, à l'école. Sur Internet, sur mon blog où je partageais beaucoup de dessins et ça amenait pas mal de retours qui étaient encourageants et donc qui me poussaient à continuer à apprendre toute seule et à continuer à dessiner. Donc c'est en 2011 que j'ai commencé à vraiment travailler professionnellement dans le milieu parce que j'ai travaillé comme infographiste dans un journal à Clermont-Ferrand. La montagne. Voilà, où je travaille d'ailleurs en ce moment. Et donc c'est en 2012 que vraiment j'ai commencé à vouloir créer mon projet. Donc l'idée était dans ma tête, mais en même temps je me disais que c'était impossible parce que créer une entreprise c'est trop gros pour nous. En fait, on est jeunes, on ne sait pas comment ça se passe. On n'a pas les moyens ou une expérience longue sur le CV. On n'est pas assez, on se sent pas assez doué pour aller communiquer vers les gens parce que c'est pas simple d'aller voir les gens et de leur dire je fais ça, prenez-moi pour travailler avec vous. Est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce que je suis crédible? Voilà. Donc en plus avec un parcours pas vraiment simple, c'est dur de se sentir soi assez crédible. Donc c'était plus de la confiance en soi en fait qui me manquait. Donc après 2012, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, à créer des t-shirts et j'aimais beaucoup le support, donc j'ai continué sur cette idée-là. Et c'est en 2014 que j'ai vraiment commencé à travailler sur mon projet, à le lancer vraiment. Donc j'ai rejoint une coopérative d'activité et je travaille sous le statut d'entrepreneur salarié. Donc j'ai signé un CDI en fait où je travaille sur mon projet mais je travaille vraiment comme un indépendant. C'est à moi d'aller démarcher mes clients, c'est à moi de faire mes devis, de m'occuper de toute la partie indépendante. Sauf que la coopérative après se charge de tout le côté facturation, de toute la côté, ce que j'appelais paperasse en fait. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, voilà, toute la partie administrative, on peut être soulagé de ça. On n'est pas obligé d'avoir un CAP de comptable pour pouvoir se lancer. Voilà. Donc, de ton côté, Soé, quand tu as eu cette idée, tu avais cette compétence et ce talent d'être illustratrice. On va le voir aujourd'hui, il y a des clients de grands noms qui sont venus le voir. Je pense le groupe Chaka Ponk, c'est quand même pas mal d'avoir fait les t-shirts de Chaka Ponk. Vendu à plus de 10 000 exemplaires, c'est pas rien. Vous irez voir donc sur le site internet de Soé. Mais quand tu avais cette envie de créer, de dessiner et passer le pas à la création d'entreprise, à quelle porte as-tu été tapé au début? Est-ce que c'était facile cette étape? Tu l'as dit tout à l'heure que ce n'était pas évident d'aller taper aux portes, mais comment ça s'est passé? Est-ce que tu as rapidement été prise en main? Comment ça s'est passé pour toi vraiment? Alors le plus dur pour moi, c'était d'aller voir les gens et de me dire faut que je crée mon entreprise parce que pendant des années on m'a dit que le dessin ça servait à rien, que l'art c'était pas un métier, inutile, que c'était pas un métier. Donc pour moi il fallait que je passe le cap mais plus dans ma tête en fait, que j'arrive à me dire je fais quelque chose dont tout le monde s'en fout autour de moi et il faut quand même que j'en vive. Donc j'en ai parlé autour de moi et j'ai commencé dans les centres de loisirs autour de moi. Et ils avaient aussi besoin de communication visuelle, donc j'ai commencé à travailler avec eux et petit à petit, ça m'a permis de gagner un peu de confiance, de continuer à dessiner et finalement de commencer à voir mes travaux affichés.
Donc ça m'a motivé à continuer et j'ai commencé par les centres de loisirs. Ensuite, j'en ai parlé à d'autres personnes qui m'ont permis de rencontrer, donc des entreprises ou d'autres personnes qui m'ont ensuite passé commande. Donc j'ai commencé par le centre de loisirs à côté de chez moi en fait. Donc c'est pas forcément une agence qui est spécialisée pour la création d'entreprises. Voilà, c'est ça, cette première porte que tu as pu pousser. Et on accueille Thomas Hurier qui nous rejoint de Modétique. Bonjour Thomas, ça va? Bonjour, excusez-moi pour le retard. On a un petit peu démarré sans vous, mais voilà, on va revenir à vous, il n'y a pas de souci. Vous êtes là, c'est ce qui compte. Alors, Sonia, donc cette première porte d'entrée, c'était une mission locale, c'est ça qu'il faut... Alors ma première porte d'entrée, c'était une maison de quartier à côté de chez moi. Donc c'était pas la mission locale, ni Pôle emploi, ni l'ADI ou tout ce qu'on peut imaginer. C'était vraiment un centre de loisirs. Ensuite, c'est eux qui m'ont redirigé vers des entreprises un peu plus spécialisées ou vers des concours. Mais c'était vraiment des personnes locales en fait qui aidaient simplement les jeunes du quartier. C'était un centre de loisirs, donc ils n'étaient pas du tout spécialisés dans ça. Mais c'était vraiment un grand soutien tout simplement pour se sentir moins seul, et je pense que c'est ce que je cherchais le plus finalement pour lancer mon projet. C'est ça, c'est prendre de l'assurance, prendre confiance en toi et d'être libéré de pouvoir faire, c'est ce que l'on voit là, les illustrations, donc c'est tout ton travail que l'on découvre sur les écrans. Et après tu t'es lancé. Aujourd'hui avec le recul, ça fait combien d'années que tu es chef d'entreprise, on peut le dire maintenant? 1 an et demi, donc c'est pas encore beaucoup, mais c'est assez récent et le projet se développe. Donc c'est Chaka Ponk, voilà. Et justement, avec le recul, aujourd'hui 1 an et demi, quand tu te revois au début, qu'est-ce que tu as peut-être gagné pendant ces années-là? Tout simplement de la confiance. Et je me serais jamais imaginé créer mon projet ou vraiment me lancer dans la création. Donc c'est assez énorme. Hein. Je me serais jamais imaginé non plus être invitée à voyager jusqu'à Lyon pour parler de mon projet. Donc c'est ça, parce qu'aujourd'hui, Forsaken Star, c'est une marque, c'est un site internet marchand et c'est défendu par des personnalités. J'ai pu recevoir sur le web des gens qui se portent fièrement avec, et notamment ce fameux groupe Chaka Ponk. Donc ça, c'est une belle aventure. Talent des cités, on peut peut-être en parler aussi. Là, on commence à avoir une reconnaissance, c'est quand même surprenant. On vient vous voir et on vous dit c'est bien ce que vous avez fait. Alors, qu'est-ce que vous avez dit à l'entourage? Et alors, tu vois, le dessin, ça mène pas à une vie professionnelle? Voilà, donc c'était un petit peu l'élément qui me permettait de devenir crédible finalement devant ma famille ou mes amis, de finalement les entendre revenir et dire « Ah, finalement, c'est sympa ce que tu fais », alors qu'il y a une semaine, ils s'en foutaient complètement. Donc, c'était vraiment un moment clé, je pense, dans le projet. Et la semaine dernière, j'ai été à une autre cérémonie pour un autre concours à Clermont aussi. Donc c'est un gros encouragement, oui. Effectivement, et c'est tout ce qu'on souhaite. Alors on va passer à Thomas, découvrir son parcours. Et là aussi, on va voir que l'entourage a eu un rôle assez important dans ton parcours de créateur. Alors premier point, donc créateur de mode éthique, donc c'est des vêtements qui sont tournés vers une éthique, on va dire, et d'achat et de vente. On va expliquer tout ça. Avant ça, point de départ, toi aussi tu es jeune, tu as 34, 35 ans, je crois, c'est ça. Donc il y a quand même peut-être 10 ans d'écart entre tous les deux, je crois. Hein. Mais le projet remonte à longtemps. Alors, premier bagage scolaire, c'était quoi? Avant de créer, vous étiez dans quel statut, Thomas? Alors, avant de travailler dans la mode, j'étais informaticien. Et donc, j'ai fait des études d'informatique, un DUT à Annecy de télécom et réseau. Et c'était l'ennui, je crois. Disons que l'informatique comme loisir, c'était cool, mais quand j'ai réalisé que j'étais parti pour travailler 8 heures par jour pendant 40 ans devant un ordi... non, merci. Voilà, j'ai dit stop. Alors, comment s'est fait la transition? Je crois que c'était plutôt une histoire de cœur de revenir dans la région drômoise, et c'est là qu'après Modétique est apparu. Alors, est-ce que ça, on peut en parler? Oui, en fait, j'ai exercé 4 ans comme responsable informatique à Grenoble, et au bout d'un moment, j'ai vu que j'allais m'ennuyer, donc j'ai voulu déménager à Romans, dans la Drôme. C'est la ville de mes grands-parents, et donc j'étais très attaché à leur maison, et j'ai transformé cette maison qui est située en fait en face de Marc Avenue. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un centre de magasins d'usine. Comme il y avait des boutiques de mode en face de cette maison, je me suis dit, tiens, je vais faire un magasin de vêtements éthiques, puisqu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était de donner aussi du sens à mon temps de travail. Parce qu'encore une fois, on bosse tellement, on passe tellement de temps dans sa vie au boulot, que ça ne m'intéressait pas de mettre ce temps-là à profit de projets qui ne résonnaient pas en moi, qui n'étaient pas cohérents avec mes convictions. Voilà, et on en revient donc sur les compétences. Thomas n'était pas du tout motivé par la mode, c'était pas forcément ça. Et donc là, les premières années, c'est pas si évident que ça, je crois. Non, faut tout apprendre. J'ai vraiment, pendant moins de 2-3 ans, j'étais vraiment incompétent, c'est-à-dire que j'ai appris mon métier de commerçant sur le tas.
sans être ni gestionnaire, ni branché communication, ni passionné par la mode. Donc ça fait beaucoup de tard quand même quand on ouvre un magasin de vêtements. Mais petit à petit, en fait, j'ai eu la chance aussi d'avoir le temps d'apprendre parce que je vivais au crochet de ma grand-mère qui me nourrissait grassement. Et donc grâce à ça, j'ai pas eu besoin de revenus très importants pour de payer un loyer. Voilà, vous étiez chez elle. D'où l'importance aussi de l'entourage, d'avoir un coup de pouce. Alors dans le cas de Sonia, ils lui ont dit, oulala, le dessin, mon Dieu, ma pauvre fille, qu'est-ce que tu vas faire? Il a fallu qu'elle ait le courage de le faire toute seule. Et du côté de Thomas, c'est mon petit, tu vas te lancer, puis on va t'aider. Donc comme quoi l'entourage, sachez-le, les parents, les grands-parents, les cousins, la famille, ça aide. Donc ça, c'était cette période au tout début. Et puis le projet a évolué. Là, vous vous êtes dit, Thomas, au bout de quelques années, tiens, je vais peut-être changer et prendre un virage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, je distribuais des vêtements écologiques et équitables. Et j'avais deux gros problèmes. Mes vêtements étaient pas super. J'étais pas loin de la caricature du bonnet péruvien. Et en plus, c'était cher. Donc, on donne pas envie à ses clients, finalement, de venir et de revenir dans ces conditions-là. Et j'ai profité en fait en 2010-2011 de la fermeture de beaucoup de fournisseurs pour compléter mon magasin avec mes propres marques. Donc j'ai décidé de créer une marque de jeans et de baskets entièrement fabriquée en France que je distribue moi-même dans mon magasin sur internet. Et maintenant, comme on grandit et qu'on commence à être connu, on distribue dans différents magasins. Mais voilà, j'ai pris une casquette supplémentaire, celle de fabricant et de marque, en plus de distributeur. Et donc, entre ce nouveau projet de chef d'entreprise que vous meniez et le jeune Thomas qui démarrait, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment vous avez évolué d'après vous? C'est simplement l'apprentissage. En fait, 1083 bénéficie de toutes les conneries que j'ai fait sur mode éthique. Et du coup, le projet est il y a moins d'erreurs, c'est plus puissant. J'ai compris beaucoup de choses aussi. Par exemple, quand j'ai voulu commencer à faire du Made in France, tout le monde m'a dit, mais Thomas, c'est même pas la peine, le Made in France, c'est pas possible parce que à cause du coût du travail en France. Donc je me suis dit quand même, c'est bizarre cette histoire de coût du travail parce que finalement, dans le coût du travail, il y a nos revenus. Donc finalement, le coût du travail fait quelque part notre niveau de vie. Donc s'il a augmenté en 50 ans, c'est que le niveau de vie a augmenté avec. Donc je me suis dit qu'il devait y avoir autre chose pour expliquer toutes ces délocalisations. Et cette autre chose, je l'ai trouvée, c'est en fait le modèle économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a bien plus d'intermédiaires de distribution qu'il y a 50 ans. Donc c'est pas fabriquer en France qui coûte cher, c'est vendre. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire comme Decathlon. Decathlon crée ses marques, donc du coup, il y a moins d'intermédiaires de distribution. Alors, eux, ils achètent pas cher en Chine pour vendre pas cher en France. Moi, ça m'intéressait pas de faire de la concurrence à Kiabi ou H&M. Par contre, je voulais voir si c'était possible de vendre un jean entièrement bio et entièrement fait en France au prix d'un Levi's. Et donc, je me suis dit, si Levi's, quand il veut vendre son jean 90 €, l'achète neuf, moi, si je suis en circuit court, je peux l'acheter jusqu'à 30 € et j'arriverai quand même à être concurrentiel du Levi's à 90 €. Et donc, j'ai testé et en fait, ça m'a appris à réfléchir par moi-même et à me faire mon propre avis. Alors, quand on réfléchit à des choses, à des évidences, 9 fois sur 10, on tombe sur la même chose que tout le monde, mais une fois sur 10, on tombe sur des choses un peu surprenantes, comme j'ai trouvé là avec cette histoire de modèle économique. Et en fait, ça a ouvert un boulevard pour moi, parce que en 2 ans après avoir lancé 1083, on a créé 17 emplois en France. On a vendu 10 000 jeans, et le marché en France, il est de 88 millions. Donc il y a un énorme potentiel de création d'emplois à travers la vente de jeans et de baskets, simplement en changeant de modèle économique et en vendant en direct les productions que l'on fait dans nos ateliers. Thomas, si c'était à refaire, quand on vous revoit la vingtaine derrière l'écran d'ordinateur, à se dire, ça sera peut-être mon métier, et puis en fait non, quel recul vous avez là-dessus? Est-ce que c'était nécessaire d'avoir ce parcours-là? Vous auriez démarré avant ou pas? Oui, j'ai pas pour tempérament de regretter, etc. Donc si c'était à refaire, de toute façon, j'ai bien fait ce que j'étais capable de faire sur le moment, donc j'ai aucun regret à avoir. Et l'idée même de tout anticiper aujourd'hui et d'avoir un parcours ultra rectiligne pour les 5, 10, 15, 20 ans à venir m'angoisse. Donc en fait, j'ai pas envie de... Je peux pas regretter le passé dans la mesure où j'ai pas envie d'un avenir figé, quoi.
Ouais, et en préparant cette table, on avait évoqué cette notion de maturité, parce que souvent, voilà, on a évoqué tout à l'heure en début de table ronde que 25% des moins de 30 ans sont des créateurs d'entreprises. Certains se disent, mais à 18 ans, c'est fou de vouloir monter une boîte, on n'est pas assez mature. Et en fait, vous m'avez expliqué tous les deux, vous avez beau avoir 10 ans d'écart, de me dire, mais la maturité, c'est pas un âge en fait, c'est un état d'esprit. Et on l'a évoqué, c'est un savoir-être. Et j'ai l'impression que vous avez tous les deux grandi dans cette aventure. Ça s'acquiert, on ne n'est pas entrepreneur, on ne n'est pas mature. Ça s'acquiert, quel que soit le point d'où on part finalement, à force d'acharnement, en quelque sorte, d'erreur et d'apprentissage, on y arrive. Voilà, donc n'ayez pas peur si aujourd'hui, face à nous, vous êtes assis en train de se dire « j'aimerais, mais oulala, je ne suis pas encore chef d'entreprise », ça va venir, vous pouvez l'apprendre, soyez accompagnés, on l'a vu tout à l'heure, je crains Rhône-Alpes. Et puis, c'est ça aussi l'aventure, l'entrepreneuriat, Sonia. Au début, il faut taper à plein de portes, il faut pousser un peu cette timidité, il faut aller vendre. Et au final, ça marche. C'est ça, oui. Il faut croire en son projet, jamais lâcher, parce que j'ai l'impression que dans vos deux cas, c'est ça, vous avez quand même bien cru, vous êtes bien attaché. Est-ce que c'est ça? Être persévérant, c'est une compétence qu'il faut, peut-être? Oui, c'est même sûr, parce qu'on fera forcément des erreurs dans son parcours ou dans son projet, et il ne faut pas se laisser abattre par les erreurs et quand même continuer à travailler. Et finalement, les erreurs qu'on fait en progressant, c'est des erreurs qu'on ne fera pas après, donc les erreurs sont obligatoires et elles aident à avancer finalement. Ouais, chaque erreur est une leçon, en quelque sorte. Voilà. Thomas, comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir de l'entreprise? Alors, vous n'aimez pas projeter votre agenda, vous venez de le dire, mais malgré tout, est-ce que vous avez d'autres envies, d'autres choses à faire développer ou Si on travaille à fond sur le développement du concept, c'est-à-dire qu'on essaye de relocaliser de plus en plus, on essaye d'avoir un impact environnemental le plus propre possible. En fait, quand on a découvert qu'on pouvait à ce point créer des emplois en France, juste en changeant de modèle économique, finalement, on n'a pas le droit de ne pas être ambitieux. Néanmoins, ça ne veut pas dire s'enflammer, ça ne veut pas dire voilà, changer de bagnole. Enfin, voilà, il faut être très humble et prudent parce qu'on peut descendre aussi vite qu'on monte. Donc c'est ça qui est bien dans la galère du début, c'est qu'on apprend à bricoler et il ne faut pas ensuite s'enflammer parce qu'on aura beaucoup de mal à retomber. Ouais. Sonia, de votre côté, donc vous êtes encore super jeune, vous avez encore le temps de changer, d'avoir d'autres choses, mais est-ce que c'était le bon choix alors? Avec le recul, vous allez continuer? Oui, c'est ma passion à la base, donc je ne pense pas m'imaginer un jour à tout abandonner. Donc après, quelle que soit la forme du projet, je continuerai à passer mon temps à dessiner et à créer un peu tous les supports. Voilà. Alors si on fait un point tous les deux, donc Thomas et Sonia, à retenir, quels conseils vous pourriez donner donc à ces jeunes qui sont face à nous s'ils veulent se lancer? Première chose, vous avez une idée, une envie, qui aller voir, vers quelle porte taper? Alors déjà, le conseil, c'est d'accepter de se tromper. Parce qu'en fait, à partir du moment où on accepte de se tromper, on essaye, et à partir du moment où on essaye, on réussit. Donc il ne faut pas avoir peur de se tromper, premier point. Après, sur l'entourage, enfin, sur les dispositifs, en fait, il y en a 50 000 des dispositifs d'aide financière, d'accompagnement, etc. Et moi, je dois dire que ça m'a un peu découragé de devoir faire des dossiers pour chacun d'eux. Donc voilà, il y a plein d'aides. On ne manque pas d'aide à la création d'entreprises en France. Et donc il faut juste essayer de trouver les bons interlocuteurs. Ils sont plus de 400 en Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement. Ouais, donc on peut vite s'y perdre, c'est vrai. C'est assez compliqué ça. Ouais. Donc ça, faire attention, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être accompagné, malgré tout. Non, comment avancer? Aller les voir? Il faut être accompagné, puis à partir du moment où on crée son projet aussi, il se passe quelque chose d'assez rigolo. Tout le monde vous donne son avis. Ça peut être votre voisin, vos parents, vos grands-parents. Alors c'est des avis plus ou moins éveillés et plus ou moins pertinents. Mais il faut développer une capacité d'accueil de ces idées-là. Parfois, on dit oui, puis on pense, en fait, il me dit n'importe quoi, mais il faut rester bienveillant de ces retours d'expérience ou de ces avis de consommateurs qu'on peut avoir, parce qu'en fait, ils nous nourrissent, et notre rôle de chef d'entreprise, c'est ensuite d'en faire la synthèse pour augmenter ses chances de réussir, tout simplement. Et ensuite, donc, quelles sont les qualités qu'il faut développer quand on est en train de devenir créateur et qu'on défend son métier? Qu'est-ce que vous avez développé d'après vous, tous les deux? L'acharnement. Lagnac. Oui, l'acharnement aussi, et puis faire beaucoup moins attention aux gens négatifs qui nous disent que finalement c'est pas un parcours à suivre ou quelque chose comme ça. Parce que les gens ont le cliché en tête qu'il faut un CDI à temps complet pour vivre et mener une vie tranquille.
Mais c'est pas forcément ça qu'on cherche maintenant. Surtout quand on est jeune, on n'a plus envie de se caler dans un boulot pour toute sa vie. Donc ne pas forcément écouter les négatifs. Thomas? Oui, je partage cette idée-là. En fait, il y a des gens, quand on crée son entreprise, qui ont parfois pas envie qu'on réussisse, ou qui sont pessimistes, et du coup, faut que ça glisse, ces choses-là, parce que ça peut être pesant, et on a besoin d'énergie, en fait, quand on crée, et du coup, faut avancer. Alors, question peut-être piège, parce que le but aussi de cette conférence, c'est de vous renseigner sur le fait que les jeunes sont créateurs d'entreprise. Mais tout le monde ne peut pas être créateur, il faut être évident. Il y en a 25% qui créent, des moins de 30 ans, et il y en a 75 qui ne le sont pas. Alors, le but, c'est pas que tout le monde reparte en « Yes, demain, je vais créer ma boîte ». Je vois déjà les parents qui, attention, que ce soit leurs enfants, qui ont cette idée-là. Donc, on a vu qu'il faut pouvoir peut-être les encourager. Mais pourquoi on peut ne pas être entrepreneur ? Pourquoi est-ce que ça peut ne pas marcher aussi, quoi? Et on n'est peut-être pas fait pour ça. Comment le savoir qu'on n'est peut-être pas fait aussi pour être chef d'entreprise? Alors moi, je pense que j'étais pas fait pour être chef d'entreprise, mais je le suis devenu par les échecs. Après, je dirais qu'il y a dans pas mal d'entreprises qu'on dit libérées aujourd'hui, on parle aussi pas mal de... En fait, on peut être entreprenant sans être entrepreneur. Entrepreneur, quelque part, c'est pas une vie, parce que on fait que bosser. C'est comme homme politique, franchement. Tous ceux qui se disent qu'ils sont planqués, etc., ils se rendent pas compte que les samedis soirs, les week-ends, toutes les soirées, ils vont à la foire au boudin, à l'assemblée générale de je sais pas quoi. Enfin, c'est pas une vie pour moi. Entrepreneur, c'est un peu pareil, parce qu'en fait, on est le dernier recours à tout ce qui se passe dans l'entreprise. C'est-à-dire que si dans mes magasins, je passe et que le ménage n'est pas fait et qu'on ouvre le lendemain, c'est insupportable pour moi l'idée que ce soit sale pour mes clients. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer l'aspirateur et la serpillière. C'est très polyvalent être chef d'entreprise, effectivement, et c'est H24. Et du coup, c'est lourd, mais il y a plein de façons d'être entreprenant. Enfin, moi, dans mon équipe, on était 2 il y a 2 ans, on est 12 aujourd'hui. J'ai plein d'entrepreneurs avec moi. En fait, l'idée, c'est de créer une équipe, d'être solidaires les uns des autres. Et l'équipe, elle va même jusqu'aux clients, puisque du coup, c'est tous ensemble qu'on arrive à créer des emplois, à développer le Made in France. Et du coup, c'est un état d'esprit, en fait, c'est pas un statut. Ah, voilà, ça qui est intéressant. C'est un état d'esprit, un savoir-être, peut-être. Sonia, une remarque là-dessus, effectivement, comme plein de jeunes aiment aussi dessiner, sont aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, font leur graphisme. Qu'est-ce qui fait peut-être la différence avec ceux qui vont peut-être aller au bout de leur projet et ceux qui n'iront pas au bout de leur projet? Alors, je pense que c'est aussi un projet de vie, parce que pas mal de gens n'ont pas forcément envie de passer autant de temps sur un projet, à travailler. Certains ont peut-être plus envie d'avoir des vacances sûres tous les ans, de fonder une famille. Donc, je pense que c'est aussi un projet de vie, d'un côté. Et après, moi, je me considère pas personnellement comme un chef d'entreprise, mais plus vraiment comme une graphiste, finalement. Et je travaille via une coopérative d'activité, donc c'est un côté très solidaire aussi. On est beaucoup d'entrepreneurs, on collabore sur des projets, donc c'est aussi un état d'esprit très collectif et assez amical, finalement. Donc c'est vrai que j'ai pas cette sensation d'être chef d'entreprise très sérieusement, ou enfin avoir le côté très lourd, très responsable du chef d'entreprise, parce que vraiment c'est un côté collectif et on a vraiment l'impression d'être sur son projet, mais de travailler vraiment à plusieurs sur chaque projet finalement. Et juste une dernière question qu'on n'a peut-être pas évoquée, mais certains se la posent. Le fait d'être une jeune, on l'a un petit peu évoqué, mais d'être une femme dans ce monde-là, est-ce que ça a aidé ou pas aidé? De se dire, est-ce que toute seule, elle va mener à bien son projet, être femme chef d'entreprise? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? À vrai dire, je me suis jamais posé la question et j'ai jamais... Face à des clients qui vous ont dit non, non... J'ai jamais eu de remarques à ce sujet-là, donc je peux pas vraiment dire. J'ai pas vraiment eu de soucis à ce niveau, non. C'est une bonne chose. Alors, dernier point, on va faire juste le bilan. S'il fallait trouver 3 mots-clés pour définir votre aventure dans le monde de l'entrepreneuriat. Thomas? 3 mots-clés. L'acharnement, le premier. Je trouve que ça développe la confiance en soi, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on avance. Et puis d'accepter d'avoir le droit à l'erreur, en fait, tout simplement. Et l'éthique, on va rajouter l'éthique en plus. Ah oui, bien sûr, ça c'est pour les produits, mais effectivement. Sonia, de votre côté. La passion déjà,
Après, un peu l'ambition, parce que c'est vrai que j'aurais jamais imaginé monter mon projet comme ça. Et un troisième, bon, la musique, parce que je travaille beaucoup avec ce milieu-là et que j'aime beaucoup, ça me motive grandement à travailler. Voilà, donc on ressent la passion, l'acharnement, ne jamais lâcher. Donc voilà, si vous avez un projet, si vous êtes animé par une passion, il ne faut pas le lâcher. Donc pour pouvoir se renseigner sur vous, on va pouvoir le diffuser. Donc Thomas, c'est www.modetic.com. On peut retrouver toute votre gamme. Est-ce qu'il y a une actualité en ce moment? Il y a peut-être la collection printemps-été qui arrive. Est-ce qu'il y a des choses, des surprises sur Modetic ou 1083 à découvrir? Oh, il y en a un peu tous les jours. En fait, le mieux, c'est de nous suivre sur Facebook, sur le Facebook de 1083 de Modetic. Il y a des nouveautés, il y a des actus, il y a des médias. Voilà. Et si vous avez des questions à poser à Thomas, on peut le faire tout de suite. N'hésitez pas, il est encore avec nous pour le débat qui va suivre dans quelques minutes. Et enfin, Zoé, donc on retrouve forseconstar.com. Là aussi, toute une actu. Est-ce qu'il va y avoir peut-être des festivals, des concerts, des choses que vous allez suivre cet été? On pourra vous suivre. Oui, donc j'ai même amené plein d'autocollants si vous voulez. En ce moment, je travaille à Clermont-Ferrand sur le festival du court-métrage. Donc l'expo commence aujourd'hui, il y a le vernissage ce soir. Donc c'était une grosse journée. Vous courez de partout, c'est ce que j'allais dire, vous courez de partout. Donc après, oui, peut-être des petites conventions en projet. Donc c'est vraiment en train de se confirmer. Donc pareil, on peut suivre l'actu sur Facebook ou Twitter. Il y a pas mal de liens sur mon site. Donc est-ce qu'il y a des projets avec des groupes musicaux qui vont peut-être arriver? Est-ce que ça aussi, ça continue? Projet sur un festival, oui. Ouais. Donc c'est en confirmation, donc je peux pas trop en parler, mais ça reste pour le moment côté Clermont-Ferrand. J'espère avoir l'occasion de revenir dans le coin pour travailler aussi, parce que c'est assez sympa d'être accueilli ici. Effectivement, et donc vous voyez Auvergne-Rhône-Alpes, cette nouvelle région avec plein de talents sur son territoire. Merci beaucoup d'avoir expliqué votre parcours et d'avoir donné des clés à nos jeunes ce matin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous avez des questions à poser à Thomas ou à Sonia sur le montage de leur projet ou des idées? Qui voudrait se lancer peut-être face à nous? Il y en a qui auraient l'envie, l'idée? Ouais? Encore un peu timide, voilà, il va falloir oser, mais vous allez voir, ça s'apprend. On se retrouve d'ici quelques petites minutes, même pas les 5 minutes pour le débat. Donc effectivement, on va pouvoir évoquer donc la création d'entreprise, jeunes et créateurs. Oui, c'est possible, on l'a évoqué, 24 ans, 26 ans, c'était tout est jouable. Mais comment faire? Comment être crédible face des fois aux banques ou à ceux qui nous aident pour monter notre projet? C'est d'ici quelques minutes. Merci à tous. Merci.